Alors, bonjour à tous. Merci d'être très nombreux. Je crois qu'on va faire ça le comble. Ça fait très plaisir. Donc, on va commencer dans quelques minutes un petit atelier, ou un grand atelier, 45 minutes, sur le growth hacking. Je vous ai prévu une session un petit peu dense. J'espère qu'on aura le temps de finir tout en entier et peut-être passer une petite séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, essayez plutôt de les garder pour la fin. Ça sera peut-être plus facile parce que, comme on est assez nombreux, parfois on prend un petit peu de temps. Si jamais vous avez vraiment une question super urgente et qui vous brûle les lèvres, j'y répondrai quand même. J'essaie de faire comme un atelier qui soit assez pratico-pratique. Essayer de vous donner quelques petites astuces, trucs et astuces, qui fonctionneront pour la plupart des secteurs d'activité, que vous soyez sur le web, ou que vous soyez en fait sur une boutique plutôt physique. J'ai essayé de vous trouver quelques petits exemples. Et je vous ai même trouvé des exemples du quotidien avec ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en matière de growth hacking, en termes même de réalité concrète sur le terrain. Alors je ne vais pas tarder à commencer, puisque comme j'ai prévu un programme un peu chargé, 5 minutes de plus, ça ne sera pas du luxe. Donc bienvenue à tous tout d'abord. Donc la conférence d'aujourd'hui, ça va vous parler de growth hacking. Et je vais expliquer ce que c'est le growth, qu'est-ce que c'est le hacking, ce que ça représente exactement, les plus, les moins, et quelques outils. Alors, pour commencer, déjà je vais me présenter moi. Donc, je suis Frédéric Canelette. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le marketing et sur le web de manière générale. Donc je suis blogueur sur mon site principal qui s'appelle conseilmarketing.com, mais j'avais à un moment donné près d'une 50aine de sites internet. Je suis également product manager. Vous avez peut-être vu des conférences aujourd'hui sur le métier de slasher, des gens qui ont plusieurs activités, et c'était mon cas pendant très longtemps et encore maintenant. J'ai une activité de product manager et je suis également blogueur et de temps en temps consultant, donc j'essaie un peu de varier les missions. Je suis également co-auteur d'un livre qui s'appelle le Growth Hacking, que vous pouvez retrouver en fait sur le stand du qui est juste au bout là-bas. Et je me ferai un plaisir de faire une dédicace tout à l'heure à 13h15. Et pour vous remercier, si jamais vous l'achetez directement sur le stand, et tout simplement, je vous offrirai un mois d'abonnement à ma formation vidéo qui s'appelle la Star Marketing Academy. C'est tout simplement une formation vidéo où je donne tous les mois 1 à 2 heures de vidéos de formation où j'explique un petit peu des trucs et astuces supplémentaires. Donc en fait, le bouquin, je crois qu'il vaut 25 €, la formation à un mois vaut 25 €, donc en fait, grosso modo, ce sera gagnant-gagnant. Donc le bouquin donne des trucs et astuces et la vidéo vous permet de montrer vraiment qu'est-ce qui se passe de nouveau. Voilà. Donc ça, c'était une petite carte d'heure publicité. Si maintenant, en fait, on s'intéresse un petit peu à cet atelier, alors j'ai marqué 1h30, mais on va le faire en 45 minutes. C'est d'abord, qu'est-ce que le growth hacking? Parce qu'en fait, c'est un mot anglais, même des fois, certaines personnes ont du mal à le prononcer, growth hacking. Donc en fait, le but, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un petit peu américain, anglais, et justement, qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète pour vous, et comment vous allez pouvoir l'appliquer pour vous, dans votre business. Et pour cela, on verra les deux aspects du growth hacking. Le premier aspect qui est hacking, hacker le système, détourner le système. Et la deuxième partie qui concernera le growth, comment on va pouvoir assurer la croissance de son entreprise sur le long terme. Parce que souvent, les gens associent growth hacking à piratage, à aller toper des adresses email, faire du spam, etc. Ce qui n'est pas le cas, qui est une toute petite partie du growth hacking. La grosse partie, c'est justement plutôt le growth. Assurer la croissance de son entreprise et pas faire juste des coups ou des choses un petit peu illégales. Et à la fin, je passerai 3-4 minutes à vous rappeler un petit peu les contraintes légales avec la mise en place du RGPD. Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, ce qui est autorisé ou pas. Et bien entendu, ça met un petit peu un frein pour ceux qui respectent les lois. Alors, tout le monde ne le respectera pas, je vous montrerai d'ailleurs des exemples. Donc je vous montrerai un peu de théorie, mais surtout des exemples, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est de repartir après ces 45 minutes avec quelque chose qui va vraiment vous servir à vous dans votre activité. Alors la première partie est très simple, c'est se dire qu'est-ce que c'est que le growth hacking. Qu'est-ce qui s'agit sur le terme? En fait, voilà, ma définition à moi, elle est très simple, c'est tout simplement, c'est une méthode et des astuces, donc il y a méthode et astuces pour croître
plus rapidement, sans avoir de gros moyens, avec une culture orientée ROI, retour sur investissement, des résultats rapides, quitte à prendre des risques. Alors prendre des risques, ça veut dire frôler la ligne blanche tout en restant du beau côté de la loi. Voilà. C'est ce que j'ai appelé pendant moi des années l'efficacité maximale. Pourquoi c'est l'efficacité maximale? Parce que avec peu de temps, avec peu de moyens, on peut arriver à faire de grandes choses et de belles choses. Et comme je vous le disais, moi, j'ai monté mon premier blog en 2008-2009, et pourtant j'ai été salarié pendant des années, et j'ai quand même réussi à le faire en optimisant mon temps, en optimisant mes moyens, et en faisant pas mal de petites astuces qui permettent justement d'être plus efficaces. Et lorsque le concept de growth hacking est sorti, je me dis « Ah, c'est exactement ce que je fais. » Voilà. Donc, dans le growth hacking, il y a la première chose qui est growth, donc c'est la méthode. C'est la méthode en fait qui va vous permettre d'assurer la croissance de votre entreprise. Il y a hacking, qui sont toutes ces petites astuces et ces petits outils. Donc le growth hacking, tout simplement, ça va être un petit peu d'utilisation d'automatisation, de logiciels. Pour ceux qui s'intéressent également, ça peut être du script. Ça peut être également de l'offshore. Je vous donnerai un exemple, on peut très simplement déléguer une partie des tâches à une assistante, et ça vous fait gagner énormément de temps. Il y a aussi de l'analytique. L'analytique, c'est voir les résultats de ces opérations et faire uniquement ce qui marche. Et bien sûr, de la créativité, de l'ingéniosité, parce qu'on ne va pas en fait faire les choses comme les autres. Il faut penser différemment, sortir du cadre. Parce que vous faites comme les autres, vous aurez du mal à vous en sortir, parce que tout simplement, il y a plus de personnes qui ont plus de budget que vous. Il y a des grandes entreprises qui ont plus de moyens, plus de personnes, donc il va falloir être agile, astucieux et faire différemment. Alors, dans le growth hacking, grosso modo, il y a 3 familles. Alors, il y a la première famille qu'on appelle le white hat growth hacking. C'est tout simplement les gens qui savent remettre en cause les acquis. Et je vous mets un exemple sportif à chaque fois. Le Fosbury Flop, tout simplement, c'est Dick Fosbury qui a révolutionné le saut en hauteur, parce que tout simplement, à un moment donné, il s'est dit, mais attendez, c'est peut-être plus simple d'aller sauter comme ça en arrière, c'est certes pas intuitif, mais comme ça, en fait, on va sauter plus haut. Et c'est comme ça qu'il a remporté des médailles aux Jeux Olympiques. Remettre en question ce qui se fait actuellement pour faire différemment. Et repartir souvent du besoin client, ou alors d'une nouvelle technologie qui vient de sortir. Donc ça, c'est le plus simple. C'est, entre guillemets, on fait quasiment du marketing un petit peu classique. Deuxième exemple, alors cette fois on est dans le domaine du sport, je vous donne un exemple de Greg LeMond au Tour de France. C'est lors du Tour de France, je sais plus, c'est pas en 84 ou quelque chose comme ça. Donc il y a donc Fignon, qui en fait était le deuxième ou le premier, je crois, au Tour de France, et LeMond qui était juste derrière. Et lors de la dernière étape, le contre-la-montre sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami Greg LeMond a sorti en fait le cadre de triathlète, le guidon de triathlète, et grâce à ça, il a rattrapé toutes les minutes, il a battu Laurent Fignon. Laurent Fignon, en fait, avait aussi dans l'idée d'utiliser ce guidon de triathlète, mais comme c'était pas indiqué dans les règles officielles du Tour de France, il n'a pas osé le faire. Greg LeMond l'a fait et il l'a battu. Donc il faut oser prendre des risques. Troisième exemple, là on arrive dans le black hat growth hacking, on est allé du blanc au gris au noir. Le noir c'est le pirate, donc je vous ai mis un exemple que vous connaissez sans doute, Lance Armstrong. Donc c'est le principe pas vu pas pris, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes à la limite de l'égalité en se disant bon, des méthodes illégales dans ce cas-là, on se dit bon allez, si ça ne soit pas, c'est pas grave, en attendant je gagnerai. Donc c'est exactement ça, il y a plein de gens qui utilisent cette technique-là. Et je donnerai quelques exemples de personnes qui ont fait ça, qui ont réussi, d'autres qui se sont fait prendre. Donc, je vais expliquer ce que c'était le growth hacking, pourquoi en fait il faut s'y intéresser, pourquoi c'est important. Tout simplement parce que le marketing classique montre ses limites. Par exemple, on était ce matin à une conférence sur tout ce qui est content marketing, etc. Si vous vous contentez d'écrire des articles de blog ou de faire quelques contacts sur LinkedIn, vous n'arriverez pas à avoir un impact et une visibilité suffisante. Il faut améliorer votre visibilité et votre impact sur le marché. Et pour cela, il faut faire différemment. Ensuite, je le disais, vous êtes une petite entreprise, vous allez vous lancer, il y a plein de gens qui sont établis depuis des années, qui ont une renommée, qui ont un réseau, etc. Vous pouvez pas faire comme eux, vous n'avez pas de budget. Donc il faut penser différemment, utiliser votre argent différemment. Le temps d'adaptation est limité aussi. Il y a Netflix qui disait que son premier ennemi, c'est tout simplement le sommeil. C'est pas les concurrents, mais c'est le sommeil. Donc en fait, tout simplement, vous devez aussi essayer de gagner l'attention des gens.
Alors ça, vous n'allez pas vendre des séries télé, hein. Vous n'allez pas faire le Game of Thrones de votre secteur, mais vous allez essayer de gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur le référencement naturel, sur Google, etc. Autrement, on entend aussi beaucoup parler de celui-là, qui est mettre en place, en fait, une audience, enfin, capter l'audience d'un leader existant. Et ça, c'est ce que font beaucoup d'entreprises, et je vous donnerai quelques exemples. C'est la technique qui marche le mieux en growth hacking. Essayez d'aller capter les clients, les prospects, une cible existante pour aller prendre un petit peu de sa part de marché. Surtout si c'est des leaders qui sont un petit peu endormis sur leur laurier, qui ne sont pas passés au numérique, au digital. Là, pour vous, c'est super intéressant. Voilà. Les méthodes créatives, j'en ai parlé. Mettant de l'émotion. On parlera beaucoup d'automatisation, mais ce qui est important aussi, c'est mettre de l'émotion. Si on met trop d'automatisation, je l'ai remarqué, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tout simplement, en fait, les gens se disent c'est un robot, c'est du spam, etc., etc. Donc il faut savoir faire un savant dosage entre de l'automatisation et de l'humanisation. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi il faut faire du growth hacking. Alors je vous ai mis après des exemples qui font un peu rêver. Alors les exemples qui font rêver, il y en a vraiment beaucoup, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. La première, j'en ai parlé, c'est automatiser sa croissance sur un leader existant. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont commencé leur existence en étant hors la loi. Alors moi j'aime beaucoup citer un entrepreneur français, que vous connaissez sans doute tous, Xavier Niel de Free. Ce qu'on sait moins, c'est que Xavier Niel de Free n'a pas commencé en vendant des abonnements téléphoniques de Free, ni des abonnements à Internet, etc. Notre ami Xavier Niel travaillait dans une entreprise de téléphonie informatique, classique. Puis il a inventé un petit logiciel qui s'appelle le Turbophone. Et ce petit logiciel était vraiment intéressant parce qu'il permettait d'aller lancer une petite communication et puis raccrocher derrière. Lancer une communication, raccrocher. Comme si on envoyait un petit SMS, mais par message. Et il l'a fait à l'époque d'une Minitel. Alors vous allez me dire, comment il a pu gagner de l'argent? C'est très simple. Notre ami Xavier Niel s'est dit, qu'est-ce qui gagne beaucoup d'argent sur Internet? C'était à l'époque les messageries roses. 3615 ULA en particulier. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son petit outil qui allait sur le 3615 ULA et dire, hey, tu es intéressé pour faire des rencontres, viens me rencontrer sur le 3615 Toto Titi Tata. Et il a capté comme ça énormément de trafic, il a battu ses premiers, enfin, il a eu ses premiers euros en allant capter le trafic de ce leader incontesté du domaine, qui bien entendu lui a fait un procès. Xavier Niel a perdu, genre 4-5 ans après, il a perdu quelques centaines de milliers d'euros, mais en attendant, il avait gagné des millions d'euros, et c'était le début de sa fortune. Donc c'est pour vous dire que les gens prennent des risques. Un autre exemple, j'avais des amis qui travaillaient chez Quel Job. Quel Job, le plateforme d'emploi, si vous connaissez maintenant, c'est qu'au début, ils ont une très bonne idée. Ils ont été, en fait, pomper les annonces d'emploi de tous les sites existants, sans autorisation. Alors que, normalement, il fallait une autorisation, les annonces sont classifiées, etc., etc. Ils ont pris le risque et ils l'ont fait. Et bien sûr, ça a marché. Vous connaissez aussi Airbnb, je pense que vous savez un petit peu le principe, et tout le monde dit Airbnb, ils ont réussi à faire un succès parce que ils ont mis des super photos des appartements et ils ont engagé des photographes. Alors ça, c'est certes une partie du succès initial, et ce que l'on sait moins, c'est tout simplement Airbnb a commencé par aller capter du trafic chez l'équivalent du Bon Coin américain. Ça s'appelle Craigslist. Ils ont fait un petit outil, un petit logiciel, qui allait scanner sur l'équivalent du Bon Coin américain et voir tous les gens qui louaient un bien sur l'équivalent du Bon Coin. Il leur disait, hey, si tu sais, alors je crois que c'est d'ailleurs c'est ce petit truc-là, il dit, hey, vous louez votre maison sur Craigslist, est-ce que vous savez que vous pourriez vous faire $500 par semaine en louant votre maison sur Airbnb? Contactez-nous. Nous avons fait comme ça une petite API qui allait automatiquement inviter les gens à aller louer leur maison sur Airbnb. Et ils ont capté comme ça du trafic. 3 exemples très simples. On montre en fait qu'on peut aller nourrir sa croissance sur le dos en fait d'un leader qui un petit peu s'endort ou automatiser des choses. Deuxième pan, on essaye d'être un peu astucieux. Astucieux, c'est pas forcément très compliqué. Le succès d'Hotmail, en fait, la croissance d'Hotmail a été de mettre à la fin de chaque email, à la fin il y a marqué PS I love you, use Hotmail. Donc dès que vous envoyez un message, à la fin il y avait ce petit message-là qui apparaissait. Et grâce à ça, ils ont augmenté massivement leur nombre d'inscrits. Deuxième chose, il y a des outils comme par exemple Crowdfire, qui sont des outils sur Internet qui permettent de faire de l'automatisation sur Twitter. Tout simplement, ils rajoutent by Crowdfire, par tel truc. Il y a aussi un site Internet très connu aux États-Unis qui s'appelle Reddit. Ils ont commencé par créer des faux comptes, créer en fait des actualités qui étaient créées de manière automatique pour faire croire qu'il y avait du monde.
Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la preuve sociale. S'il y a personne sur votre site internet, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a rien du tout, les gens se diront, bah non, c'est louche, je l'achète pas. Et donc, en fait, ils ont créé un premier trafic et un effet de traction. Spotify aussi, au début, le service, en fait, de musique en ligne, bah, à chaque fois que vous inscriviez, il publiait automatiquement votre playlist sur Facebook, et forcément, les gens se disaient, bah tiens, oui, je vais regarder ce service-là. Dropbox avec le parrainage, ou LinkedIn, vous êtes peut-être rendu compte de ça, mais à chaque fois que vous créez votre compte LinkedIn, bizarrement, en fait, il va absorber votre carnet d'adresses et vous verrez qu'il crée des comptes, même de gens qui n'existent pas. Même moi, sur LinkedIn, j'ai des doublons et des triplons que je n'ai pas créés et qui ont été créés automatiquement par le service de LinkedIn. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein d'astuces qui fonctionnent et qui permettent, en fait, d'aller capter de la croissance. Donc ça, c'est des trucs qui font un petit peu rêver. On va peut-être essayer de revenir un peu plus au terre à terre. Et là, je vais vous montrer un exemple très simple. Moi, j'habite à Colombes, à 2 pas d'ici, une demi-heure en transport, pour montrer que le growth hacking, c'est pas que du web. Ça, c'est un exemple. Je l'ai reçu dans la boîte aux lettres. Et en fait, c'est un site internet qui se connecte, qui s'appelle mesvoisins.fr. Et donc, ils ont eu une idée assez intéressante et assez originale. Ils ont mis dans toutes les boîtes aux lettres du quartier un petit papier qui fait cheap. On dirait que c'est ma voisine, justement, Véronique, de la rue de l'Union, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Hey, ça serait pas mal qu'on s'inscrive pour qu'on soit des voisins sur... qu'on travaille, qu'on soit ensemble sur le truc des voisins, etc. etc. » Donc, pour vous montrer que c'est pas que du web, c'est pas que du truc sur Internet, on peut faire du growth hacking comme ça, avec tout simplement un look un petit peu amateur, un truc qui fait un petit peu original. Moi, je veux dire, un prospectus classique, je l'aurais lu, je l'aurais balancé direct. Ce truc-là, je me dis, mais ça a l'air d'être une pétition ou quelque chose comme ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une manière différente. Je vous avais rappelé auparavant, penser différemment. Pas faire un prospectus, mais dire, tiens, c'est un truc qui ressemble à quelque chose que quelqu'un m'a mis dans ma boîte aux lettres. Puis c'est pas la société bidule mes voisins, c'est Véronique de la rue de l'Union. Alors bien sûr, il y a une rue de l'Union à côté, et je pense qu'ils ont généré ça au fur et à mesure. Un autre exemple que je vous ai pas mis là, mais c'est un gars en fait qui m'a envoyé un email une fois. Je reçois dans ma boîte email un message, et il me dit tiens, l'objet c'était encore des problèmes de parking dans le quartier. J'ai dit ah bah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des problèmes de parking dans mon quartier à moi. Et puis je dis l'email et dis voilà, je suis en train de lancer un projet pour faire une application parce que j'en ai marre dans le quartier de notre rue à nous, ça va pas trop. Est-ce que tu peux répondre à quelques questions là-dessus et t'inscrire sur tel truc? En fait, c'est très simple. J'ai regardé le gars, j'ai regardé son nom et en fait, j'ai eu après son adresse. Le gars, il habite dans le 45. Moi, je suis dans le 92. Donc, il habite pas du tout dans mon quartier. Mais en fait, il a tout simplement envoyé un email intelligent qui ressemblait pas du tout à un spam et qui lui a permis de créer sa première liste de prospects et de vérifier l'intérêt de son marché. Créativité encore, oser. Là, on arrive dans des choses qui sont, pour l'instant, à peu près légales. Ce n'est pas le cas de tout. Si vous êtes dans le quartier, si vous vous baladez un petit peu, ça doit vous dire quelque chose, ce petit panneau-là. C'est un truc qui fleurit à tous les arrêts de feu, depuis déjà, je pense, 1 mois. Donc c'est un petit malin, sosradar.fr, qui a mis ça à chaque feu rouge. En tout cas, j'en ai vu au moins une 50aine de panneaux dans mon quartier et dans les quartiers aux alentours pour faire sa pub. Alors, encore une fois, j'ai dit growth hacking, il faut oser, il faut penser différemment, il faut faire quand même attention à la légalité. Pour information, ça c'est de l'affichage sauvage. Ça coûte à peu près 1500 € d'amende. Alors vous allez me dire, 1500 € d'amende, vu la publicité qui s'est faite, c'est pas beaucoup. Après, c'est 200 € par jour et par publicité qui reste. Là, ça peut coûter un peu plus cher si vous en avez plusieurs cinquantaines, plusieurs centaines qui sont mis dans le quartier. Néanmoins, je leur ai pas demandé, mais je pense que je vais le faire au final, pour leur demander quelle est la rentabilité de cette action. Ils sont totalement inconnus, totalement méconnus, et ils ont trouvé cette astuce hyper simple, totalement illégale, pour se faire connaître. Est-ce que ça sera rentable ou pas? Vous pouvez leur poser la question aussi. Donc voilà, c'était 2 exemples simples pour montrer que le growth hacking, c'est pas que du web, c'est peut également être dans la réalité. Alors le growth hacking, il y a 4 piliers. 4 piliers fondamentaux. C'est très simple. Ces piliers-là, vous pouvez l'appliquer partout. C'est valable dans n'importe quel secteur d'activité, physique, web, etc. La première chose, vous devez identifier une opportunité. Une opportunité, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un carrefour d'audience, par exemple. Vous dites, tiens, mes prospects, ils sont à tel endroit, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Facebook, ils sont sur un salon, ils sont à tel endroit. Deuxième chose, ça peut être également la conversion du site.
On parle de prospect, mais ça peut également essayer d'améliorer la conversion de son site internet. Parce que c'est l'opportunité. L'opportunité, c'est pas que acquérir, c'est convertir. Donc on essaie d'identifier une opportunité business. Deuxième chose, on se dit, comment je vais l'exploiter? Comment je vais l'exploiter? Par exemple, là, le gars du feu rouge, là, il s'est dit, attends, nos prospects, ils s'arrêtent tous au feu rouge, ils sont tous en voiture. Comment je vais faire pour pouvoir l'exploiter? Alors, soit je peux le faire manuellement, je fais appel, j'y vais moi-même, je fais un petit test et je mets les panneaux dans mon quartier. Deuxième chose, je vais l'automatiser, c'est un peu plus compliqué pour mettre les panneaux. Sous-traité, je fais appel à des gars qui distribuent des prospectus et je leur dis, attendez les gars, vous allez mettre 50, 100, 200 panneaux dans tel quartier et on va faire un test. Voilà. Donc on se dit comment on va y arriver, soi-même, en automatisant ou pas. Donc on fait un test et là on va mesurer. Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça vaut le coup d'investir plus? Est-ce que ça vaut le coup d'y prendre plus d'efforts? Est-ce que ça vaut le coup d'aller encore plus loin? Et donc on se dit, ok, ça marche pas. Et justement après, quand on a fait son petit test sur une petite quantité, on se dit, ok, comment je peux en fait industrialiser ça? Donc industrialiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réduire l'effort. Si je l'ai mis dans mon quartier et où j'ai fait appel à une agence en fait de distribution de prospectus, comme on le voit tout le temps, les gars avec le petit caddie qui met tout ça dans les boîtes aux lettres, est-ce que je peux le faire également dans toute la France? Est-ce qu'il y a des entreprises comme ça qui le font à Lyon, à Marseille, etc., etc. Et comment je peux améliorer la performance? C'est-à-dire que je vais tester 2 formats de panneaux, un format où je dis tiens 50 € offerts, ou je vais aller tout de suite, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment là-dessus, à se dire comment je vais industrialiser et comment je vais améliorer la performance. Donc la clé, c'est vraiment ça, c'est détecter des opportunités, savoir remettre en cause les règles, tout simplement, être productif et pas occupé. Ça, en fait, c'est un problème vraiment des entrepreneurs. On passe du temps à faire plein de choses dans notre journée, et le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui ne servent pas à rien, enfin, qui ne servent pas à grand-chose. Par exemple, aller checker tous les quarts d'heure ses emails, aller checker sa page Facebook, aller, par exemple, aller à la poste du coin déposer ses courriers. Alors qu'il y a des trucs business qui vont rapporter de l'argent, c'est par exemple aller appeler 3 prospects, aller envoyer un emailing, etc. Il faut toujours faire la différence entre être occupé et être productif. Et pas faire tout simplement une tâche soi-même, savoir sous-traiter ou automatiser, sans tomber dans les excès, mais ça je vous en parlerai tout après. Voilà. Donc là c'était la petite introduction. Qu'est-ce que le growth hacking? Donc en fait, je vous disais qu'il y a 2 philosophies, 2 aspects du growth hacking. Il y a la partie un petit peu émergée de l'iceberg, ce que tout le monde pense. Growth hacking, c'est le panneau qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'email qu'on a vu tout à l'heure, c'est le courrier qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les astuces. Comment on va faire pour détourner le système, faire différemment, utiliser des logiciels, sous-traiter, blablabla, tous ces trucs-là. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que si vous voulez avoir de la croissance sur le long terme, il faut penser à tout ce qu'il y a en dessous de l'eau. Et en dessous de l'eau, c'est avoir une vision stratégique et optimiser son activité. Alors, on parlera de beaucoup de choses. Le tunnel à R, et là, il y a un R de plus. L'onboarding process, c'est comment on va embarquer les nouveaux clients. Quand on a un nouveau client, on l'a chèrement acquis, il faut l'accompagner avec des messages, des choses comme ça. On peut travailler sur l'expérience client, faire de la B-testing, etc., etc. On a plein d'outils. Je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment se dire que les trucs et astuces, c'est vraiment qu'une toute petite partie du growth hacking. Il faut se concentrer plutôt sur cette partie-là. Et par exemple, si vous êtes, je sais pas, masseur, kiné, ou n'importe quoi, la partie hacking, elle sera un peu plus compliquée à faire. Par contre, la partie growth, elle pourra s'appliquer tout le temps pour vous, quelle que soit l'activité.